Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Fermeture des magasins Casa, disparition annoncée des Cora, rachat des supermarchés Match. Le commerce traverse une zone de turbulence ces derniers temps. Des bouleversements qui soulèvent de nombreuses questions. Comment comprendre cette mutation? Et dans ce paysage, quelle place pour les shopping centers, par exemple, ou le commerce local de proximité? Autant de questions que l'on va poser à nos invités ce soir. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Jean-Luc Callonger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association du management de centre-ville. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Claude Boffa également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur honoraire de marketing et de distribution à la Solvay Brussels Schools. Première question pour vous, Jean-Luc Callonger, on parle d'une zone de turbulence. Est-ce qu'on l'a quittée maintenant ou il faut s'attendre à de nouveaux bouleversements dans ce paysage commercial belge ? Inévitablement, c'est un processus, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a fait face ici à un ajustement du marché, c'est-à-dire que l'offre alimentaire s'est développée, et avec sans doute une suroffre alimentaire, et à un certain moment, il y a un réajustement, les plus faibles disparaissent, et en l'occurrence, ici, les plus faibles, c'était les hypermarchés Cora. Oui, en même temps, Claude Boffa, quand on entend les professionnels ou les spécialistes, personne n'est surpris de cette mesure, et pourtant ça reste un séisme dans le paysage commercial. C'est vrai, on le sent venir depuis très longtemps. On sait que l'enseigne était à vendre depuis pas mal de temps. Ouais, là on parle de Cora donc. De Cora, oui, mais qui voudrait reprendre des points de vente qui ont des difficultés à être rentables? Surtout ceux qui opèrent déjà dans ce métier-là et qui savent, eux, parce qu'ils l'expérimentent aussi, que la rentabilité est difficile à obtenir. Oui. Mais est-ce que la rentabilité, Jean-Luc Callonger, elle est compliquée aujourd'hui dans tous les secteurs du commerce suite à la concurrence du commerce en ligne? Est-ce que tous les magasins physiques aujourd'hui, de près ou de loin, peuvent connaître des difficultés? Non. En fait, on a des secteurs dans lesquels il y a ce qu'on appelle une guerre de parts de marché. C'est le cas de l'alimentaire, c'est le cas des fast-food, c'est le cas des loisirs. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, il y a des secteurs d'activité qui ont des magasins physiques qui trouvent leur équilibre. Mais à l'heure actuelle, les magasins qui trouvent leur équilibre et qui se portent bien, qui font preuve de beaucoup de résilience, ce sont ceux qui sont à la fois sur le digital et sur le physique. Et le digital est un support. Maintenant, avoir un support digital sans le physique, c'est difficile, mais le physique sans le digital, c'est encore plus difficile. Et donc, pour le shopping de proximité, pour les magasins de proximité, ça reste un défi en général, ou là encore, Claude Boffa, ça dépend des secteurs? Ça dépend des secteurs, ça dépend surtout aussi, je pense, de la stratégie commerciale. Si vous avez quelque chose qui vous différencie des autres parce que vous vendez un produit ou un service que personne d'autre n'offre, vous pouvez le proposer à n'importe quel prix, les gens viendront l'acheter s'il y a un marché pour ça. Mais quand il s'agit d'alimentaire ou de fringues ou de biens de consommation courante, où tout le monde vend la même chose, le consommateur s'est habitué à avoir des réductions de prix et des réductions de prix et des réductions de prix. Et aujourd'hui, c'est la seule arme possible, c'est baisser ses prix. Mais quand on baisse ses prix, on baisse ses marges. Et qui résiste le mieux ? Celui qui est capable de se retourner vers les fournisseurs et de faire baisser les prix des fournisseurs. Et pour ça, il faut être le plus gros. Ouais, et on ne sait pas, ça va s'arrêter où, cette concurrence effrénée, sur les parts de marché, sur le prix? Je veux dire, ça ne s'arrêtera sans doute jamais, mais ce qui est important à bien percevoir, c'est qu'effectivement, maintenant, de plus en plus, on fait la différence entre l'activité shopping, c'est-à-dire les gens qui se déplacent pour aller se promener dans des espaces commerciaux des pôles, et le commerce de proximité, c'est-à-dire que les commerces d'achat courant. Parce que les commerces d'achat courant, en Belgique, nous avons une densité d'offres d'achat courant qui est exceptionnellement élevée. On a pratiquement le double de l'offre moyenne au niveau européen. Et donc, par contre, au niveau shopping, là, effectivement, c'est un peu plus différent. On a une offre, une suroffre également, mais qui est
beaucoup plus mal réparti géographiquement. Oui, alors vous parlez de suroffre en termes de surface, par exemple alimentaire. Aujourd'hui, il y a une suroffre pour vous? Tout à fait, tout à fait. On est au double de la surface moyenne en Europe, en Belgique. En gros, j'ai 3 petits-enfants. Chacun possède déjà, non, mais chacun a déjà à sa disposition un petit maga de 2-3 mètres carrés à sa disposition personnelle, alors qu'ils ont 8 ans, 5 ans et 5 ans. On a des surfaces commerciales disponibles en biens courants d'achat par personne, par habitant, qui est le double de ce qui se passe en Europe en général. Oui, mais le pouvoir d'achat n'étant pas extensif, on peut imaginer qu'à terme, ça aura des conséquences sur ce tissu commercial. Ça devrait déjà avoir des conséquences, mais on a devant nous souvent des responsables locaux, des responsables politiques à différents niveaux de pouvoir, qui, lorsqu'ils voient des cellules vides dans un centre-ville, puisque c'est le cas dans la plupart des villes en Belgique, et principalement d'ailleurs en Wallonie, bien, le premier réflexe, c'est de dire il faut mettre des commerces. On va donner une aide pour créer un nouveau commerce. Et donc, on essaie de pousser des gens à créer de l'activité commerciale alors que le marché est déjà saturé. Donc, comment trouver sa rentabilité? Et effectivement, je veux dire, on envoie des gens pratiquement au casse-pipe, d'où l'intérêt pour certaines enseignes de dire nous, on préfère travailler avec des franchisés parce que ce sont eux qui prennent les risques et c'est pas nous. Et donc, pour le moment, en tout cas, le monde politique semble croire qu'il y a un déficit d'offres commerciales et on essaie toujours d'avoir une nouvelle offre commerciale, etc. Ouais. Mais ça veut dire que, par exemple, citons un chiffre, il y a un peu plus de 120 noyaux commerciaux en région bruxelloise. Ils sont de tailles diverses, avec des magasins différents suivant les noyaux. Mais ça voudrait dire qu'il y a trop de noyaux commerciaux aujourd'hui, Claude Boffa? Il y a beaucoup de noyaux commerciaux et ceux qui sont dans les centres-villes souffrent de ceux qu'on installe dans les périphéries. Prenons l'exemple de Charleroi. Le commerce, aujourd'hui, à Charleroi, il se fait autour de la ville, pas dans la ville, malheureusement. Oui. Et pourtant, le développement d'un commerce de proximité s'est vanté par plus d'un, ça, Jean-Luc Callonger. Oui, et c'est une logique. C'est vanté à 2 niveaux. Premier niveau, c'est le niveau financier. C'est-à-dire que tout le commerce de proximité a pour but de prendre des parts de marché. Et donc, on prend des parts. Et le Cora, c'est ce qui l'a tué quelque part. Tout le commerce de proximité a pris des parts de marché. Les gens ne se déplacent plus vers le Cora. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est effectivement l'évolution des consommateurs qui ont de plus en plus de dépenses contraintes. Donc, ils sont de plus en plus obligés de faire des choix dans leurs dépenses. Et on voit qu'un hypermarché, par exemple, ne répond plus à cette logique-là, puisque qui va acheter ses chemises, qui va acheter ses chaussures, qui va acheter sa télévision dans un hypermarché avec le niveau de prix pratiqué? Ouais. On va évoquer maintenant, si vous le voulez bien, l'avenir des shopping centers. Il y en a 4 en région bruxelloise et le dernier né, c'est Dox. Et lui, il semble plutôt satisfait des chiffres de fréquentation 8 ans après son ouverture. Regardez ce reportage qu'on a réalisé il y a quelques mois. Que ce soit pour vous en plaide de Noël ou pour aller au cinéma, vous vous êtes peut-être déjà rendu au Dox. Le centre commercial très vivant plaît à sa clientèle pour diverses raisons. Il y a quand même pas mal d'ambiance, il y a beaucoup de trucs organisés en dehors que des magasins. Il y a beaucoup de trucs, notamment pour manger, pour faire un peu de shopping, si vous voulez acheter des téléphones, etc. En fait, dans cette shopping, il y a tout. Il est assez récent, il est beau aussi. Donc, et puis l'ambiance, les décorations, tout ça, ça met de bonne humeur en soi. Si l'offre commerciale séduit aujourd'hui les clients, cela n'a pas toujours été le cas. Au fil des années, il a fallu rectifier le tir. Au début, le centre commercial voulait avoir une offre très très large, visant également par exemple le haut de gamme, ce qui était une nouveauté dans les centres commerciaux. Au bout de quelques années, on s'est rendu compte de l'importance de recentrer l'offre et de la garder vraiment accessible à l'ensemble de la population et de correspondre finalement aux attentes de la population par rapport à un centre commercial classique. Alors Claude Boffa, vous confirmez, pour vous, le shopping center, c'est un modèle dépassé ou qui sera dépassé bientôt? Pour moi, le shopping center n'est pas un modèle de commerce, c'est un modèle d'immobilier. On y loue de l'immobilier commercial. Et donc, on va avoir évidemment tendance à dire, oui, il y a beaucoup de visiteurs, mais allez voir les shopping centers et regardez le nombre de
panier d'achat qu'on voit. Et c'est là qu'on constate que les gens sont venus chercher de l'entertainment, de l'amusement, de la distraction. On va passer sa journée au shopping center. On mangera peut-être une gaufre ou une glace. On achètera un petit objet peut-être, mais on y va de moins en moins pour y faire des achats. Et regardez le nombre de surfaces. On ne les voit pas beaucoup parce qu'on les masque, mais il y a autant de surfaces commerciales vides dans les shopping centers que dans les rues commerçantes. Oui, ça veut dire, Jean-Luc Allongé, que vous pensez que le shopping center, pour survivre, doit se réinventer en fait. D'abord, je confirme que les cellules vides ont fait leur apparition dans les shopping centers et qu'elles sont de plus en plus difficiles à commercialiser. C'est clair et c'est net. Mais ce que l'on voit aussi dans l'évolution du modèle, c'est que la clientèle vieillit tellement rapidement qu'effectivement, ça pose problème. Et le petit détail qui tue, c'est que vous parlez de visiteurs. En fait, les chiffres qu'on vous donne ne sont pas des chiffres de visiteurs, ce sont des chiffres de passage. Et donc, si quelqu'un rentre le matin pour traverser le centre pour aller travailler, revient le soir ou repasse le midi, il peut être compté 6 fois. Donc, ce n'est pas 6 visiteurs, c'est quelqu'un qui passe 6 fois en une journée. Et donc, au bout de l'année, quand on vous donne le nombre de visiteurs, entre guillemets, en fait, non, on vous a donné le nombre de passages. Et ce n'est pas du tout la même chose. J'ai entendu des responsables de centres commerciaux comparer leur nombre de passages avec le nombre de visiteurs d'un musée, en disant, regardez, par rapport à Guggenheim, où nous nous trouvons, c'est pas du tout comparable. Ouais, donc ça veut dire que l'avenir, c'est quoi? C'est des shopping centers, centres de loisirs, lieux de loisirs, en fait. En fait, c'est ce qui existe déjà. Et pour autant, il faut encore arriver à faire venir les gens jusque-là. Et comme le disait très bien mon collègue, quand il y a des obstacles naturels autour, comme un ring, un chemin de fer, un métro ou un parc royal, ça incite moins facilement les gens à venir. D'autant que ce shopping-là, il est installé dans une zone dont la chalandise, c'est-à-dire la clientèle de base, n'a pas le niveau socio-économique qui était visé. Je parle de Docks, évidemment, qui était visé au départ. Et que la clientèle visée au départ également, qui était la bourgeoisie flamande de Boekhout et du nord de Bruxelles, ne traverse pas ces obstacles géographiques pour venir à Docks. Ouais. Et pourtant, des projets, des développements commerciaux, des projets de développement commercial, il y en a encore, il y en a qui sont dans les cartons. C'est le cas de Néo, par exemple, sur le plateau du Heysel. Ça fait des années qu'on en parle et la ville entend toujours développer là un complexe commercial. Regardez ce reportage, cet extrait de reportage qu'on avait réalisé en mai 2024. La construction de 800 logements reste une priorité. L'idée d'un parc de loisirs dédié à Spirou est par contre abandonnée. D'autres options sont à l'étude. Quant au shopping center, sa surface a été réduite à 50 000 m². C'est beaucoup plus qu'un centre commercial. Il n'y a qu'un tiers qui est représenté par des commerces. Il y a un tiers qui est dans le logement et un tiers de loisirs. C'est un ensemble qui a été complètement revu d'ailleurs par le partenaire privé qui est prêt d'investir presque 1 milliard. La société Néo, qui rassemble villes et régions, attend la modification du plan régional d'affectation du sol pour avancer. Voilà, Jean-Luc Allongé, si on vous entend, il faudrait arrêter avec le développement de Néo aujourd'hui, il faudrait renoncer selon vous? C'est-à-dire que les développeurs, eux, leur métier, c'est de développer. Et donc, il faut faire du mur, il faut faire de la brique pour pouvoir, effectivement, générer des produits financiers. Parce que là, je partage tout à fait l'avis, on n'est pas devant un outil commercial, on est d'abord devant un outil financier. Et donc, si je prends le cas ici de Westfield Unibail-Rodamco, le modèle qu'ils avaient proposé à l'époque était déjà un peu suranné. Et donc, maintenant, tous les développeurs ont trouvé la même attitude en disant on ne fait plus de commerce, on fait des projets mixtes où on met du loisir, du résidentiel. Donc, en fait, on met ce avec quoi on va aller chercher le permis. Et donc, mais on met toujours du commerce parce qu'on dit que le commerce, les niveaux de loyer sont quand même un peu plus élevés. Et si le loyer est plus élevé, la valorisation du bien est plus élevée. Mais ça peut fonctionner sur le plateau du Heysel aujourd'hui ou dans les années qui viennent, puisque ça va encore mettre un peu de temps avant de se développer, si ça se développe au bout du compte.
Je pense sincèrement que le projet tel qu'il avait été présenté à l'époque et celui que nous avons dans nos cartons, nous, ça me paraît d'une autre époque, en fait, sincèrement. Et donc 1/3 de magasins, 2/3 de loisirs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Claude Boffa ? Je pense d'abord que s'ils mettent du commerce, je partage tout à fait votre avis, hein, c'est un projet de trop et c'est pas le dernier. Je partage cet avis. Par contre, si ils le font quand même et qu'ils mettent du commerce, bonjour pour tous les commerces de Laken qui ont déjà beaucoup de mal à fonctionner, qui vont probablement disparaître, d'autant que ces commerces qui seront mis à disposition de commerçants ne sont pas à disposition des mêmes commerçants. Il n'y a plus que quelques grandes enseignes qui peuvent se payer des loyers de ce niveau-là dans un shopping center. Et donc, ça a tendance à uniformiser le paysage commercial au point qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle grande rue commerçante de n'importe quelle ville du monde et vous pouvez citer les enseignes en fermant les yeux. C'est toujours les mêmes. Ouais. Dans le cas de Néo, il faut savoir d'où vient le projet, parce que c'est un projet qui a été présenté et initié sur base d'une analyse qui avait été faite il y a bien longtemps. C'est nous qui l'avions fait. On avait fait la zone de chalandise de tous les pôles commerciaux bruxellois, avec le soutien d'ailleurs des propriétaires. Et on s'est rendu compte que Bruxelles attirait des gens beaucoup de l'Est, de l'Ouest et du Sud, mais que du Nord, la zone de chalandise était assez limitée. Et donc, le fait de dire ça, ça a suscité chez certains élus et chez certains promoteurs, disant il faut faire un centre commercial au nord. On a vu arriver YouPlace, Neo, et maintenant YouPlace s'appelle Brooklyn, si mes souvenirs sont bons. Mais justement, YouPlace, donc à Vilvoorde, qui est devenu Brooklyn, dites-vous, ils n'ont pas renoncé non plus à développer là un shopping center. Mais si demain on dit que la télévision n'a plus d'avenir et qu'il faut plutôt travailler comme les influenceurs sur est-ce que vous allez dire bon ça va, on ferme toutes les télévisions et on part, c'est leur métier. Leur métier, c'est de faire des murs, et donc on peut difficilement leur reprocher de faire leur métier. Alors il y a aussi des noyaux de commerciaux locaux, hein. Par exemple, c'est le cas de la place du Miroir, et c'est un endroit effectivement à Jette où il y a plusieurs cellules vides. La question du loyer est posée par les commerçants. Je vous propose de les entendre. Ils étaient les invités de Bonjour Bruxelles il y a quelques jours. Et ce qui est évident, c'est que par exemple, on va prendre le cas du Miroir, comme ça on appelle un chat, ça va être plus facile parce que beaucoup de Jettois se demandent comment ça se fait que cette surface commerciale est vide. Ben, c'est très simple, c'est un loyer, je pense Patrick, tu m'as dit 14 000 euros. Le propriétaire des bâtiments qui a acheté plusieurs bâtiments, lui, estime que 2 rez-de-chaussée commerciaux direction place du Miroir, plus une arrière boulevard de Semaine de Neyer, ça vaut 14 000. Le problème, c'est que les enseignes viennent, regardent la fréquentation de la place, et ça, on ne peut pas nier que pour l'instant, la place du Miroir a subi justement le choc de ces augmentations de loyers et qu'on a du mal à trouver des belles enseignes. Oui, on est dans le même problème ici, Claude Boffa, avec la question du loyer qui n'est plus adapté finalement à la zone de chalandise. En tout cas, il peut encore être adapté à du commerce de proximité, mais alors ce sera du commerce de proximité sous grande enseigne dans la plupart des cas, et peut-être même sous une forme de franchisé comme ça, comme disait Jean-Luc Allanger, c'est lui qui prend le risque. Le petit commerçant indépendant multimarque aura beaucoup de mal à se situer dans ce paysage-là, parce que lui, ses marges baissent. Les marges baissent. Or, le commerce, c'est avant tout des marges. Si vous n'êtes pas à même de faire de la marge bénéficiaire, vous ne pouvez plus payer vos frais fixes. Et les frais fixes, ils augmentent tout le temps, le loyer, mais aussi le personnel. Ne l'oublions pas. Il a augmenté en coût de à peu près 15% sur les 2-3 dernières années. Le commerçant qui se trouve face à ça, ou bien il augmente ses prix et il perd ses clients, ou bien il ne se paye plus et il finit par disparaître quand même. Donc il y a de quoi s'inquiéter pour des noyaux commerciaux comme ceux de la place du Miroir ou d'autres noyaux commerciaux aujourd'hui. Oui, et c'est là qu'on se retrouve toujours à la limite. Est-ce qu'on parle de commerce ou de finance ? Si je suis propriétaire de biens tels que ceux-là, comment fait-on la valorisation ? Comment on estime la valeur du bien ? On prend le niveau de loyer sur lequel on applique un taux de rendement, on va prendre 5%, et donc je prends le loyer annuel, je fais x20 et je connais la valeur du bien. Ce qui veut dire que si je baisse le loyer pour
pour permettre à un commerçant de venir, je ne perds pas 10% de mon loyer, je perds 10% de la valeur totale de mon portefeuille. Et donc, et ça, effectivement, c'est quelque chose... Pas mal de propriétaires ou de CIR, il faut aussi appeler un chat un chat, de CIR, ça veut dire... des sociétés immobilières réglementées, donc qui ont des portefeuilles en immobilier commercial, préfèrent à la limite garder quelques biens sans locataire plutôt que de baisser la valeur du loyer, parce que si le loyer baisse, c'est la valeur du portefeuille qui est affectée. Ouais, ben ça, c'est pas de très bon augure pour certains noyaux commerciaux, effectivement. On va terminer l'émission par l'avenir de Cora. Il y a 2 magasins, donc à Woluwe et à Anderlecht. Que vont-ils devenir? En quoi peuvent-ils être transformés? Écoutez à ce propos ce qu'en pense le rédacteur en chef du magazine Gondola. Il y a quand même vocation à avoir une locomotive sur un site comme celui-là. L'alimentaire est une locomotive. Si jamais vous dites on va prendre un magasin qui faisait 10 000 mètres carrés et on va en faire 20 magasins, c'est bien, mais c'est quand même peut-être insuffisant. Il faut avoir un gros vendeur. Alors ça peut être dans le textile, si jamais vous avez, mais ce n'est pas le cas, c'est peu probable, vous avez un Primark qui vient s'installer, c'est une locomotive. Ça va amener du monde qui vient pour Primark et ça profite à tous les autres enseignes qui sont présentes sur le site. Et ça va être certainement la mission du groupe immobilier qui a repris le parc, c'est de trouver sur chaque lieu au moins une locomotive qui génère du trafic comme Cora générait du trafic. Voilà, donc il nous reste 2 minutes. Ça s'annonce compliqué finalement pour ce découpage des magasins Cora en plusieurs magasins. Oui, tout à fait, d'autant que vous avez parlé de 10 000 mètres carrés, mais certains Cora font 17 000 mètres carrés. Je plains déjà les commerces avoisinants qui sont dans les galeries commerçantes parce qu'effectivement, ils bénéficiaient du traffic building, comme on l'appelle, de l'alimentaire de Cora. Si ça n'existe plus, c'est même pas la peine d'installer des commerces à cet endroit-là parce qu'il faut créer du trafic par un point d'attrait particulier. Ouais. Et ça va être difficile à trouver, ces locomotives, vous pensez, Jean-Luc Callanger, pour les 2 magasins de Woluwe et d'Anderlecht? Il y a 2 positions. Soit on veut maintenir du commerce, du retail, et dans ce cas-là, effectivement, comme on vient de le dire, il faut une petite locomotive alimentaire. Et ce qui se développe pour le moment, c'est ce qu'on appelle le low end retail, le moins cher que pas cher. C'est Primark, c'est Action, c'est Teddy. Donc là, on a une... Mais je pense que c'est une mauvaise locomotive parce que nous, partout où on travaille et on fait les analyses de zones de chalandise, on se rend compte que les gens qui vont dans ces magasins-là ne fréquentent pas forcément les autres ou les niveaux de prix ne sont pas les mêmes. Alors, l'autre possibilité, c'est de dire, est-ce qu'à Bruxelles, de ces 10 000 ou 12 000 ou 17 000 mètres carrés, est-ce que je n'ai pas intérêt à les orienter vers d'autres fonctions? L'industrie légère, l'artisanat, des loisirs, qui sont sans doute les fonctions en développement dans lesquelles on peut se faire plus de marge. Oui, vous partagez ce point de vue? Je partage tout à fait. Le commerce, c'est d'abord faire de la marge et on n'en fait plus dans l'alimentaire. Ça fait déjà des années. On en fait de moins en moins dans le textile et les chaussures aussi pour les mêmes raisons. Il faut trouver d'autres sources de marge commerciale. Et effectivement, peut-être que les loisirs ou certains types de services pourraient jouer ce rôle-là. Ben merci en tout cas d'avoir partagé avec nous votre connaissance pointue sur le secteur. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Fabrice Grosfilet et un plus d'actu politique. Très bonne soirée à tous, à bientôt.